Bienvenue sur Shadow Manoa. Aujourd'hui c'est notre toute première vidéo, et ce n'est que le début d'une grande aventure. Si tu veux découvrir avec nous les meilleurs manois, leurs histoires épiques et des analyses inédites, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Au début de l'histoire, nous voyons des élèves sortir de leur école après avoir passé un examen de cœur. Avec un sourire sur le visage, un garçon dit à son ami que le test était long. Le garçon portant des lunettes répondit à son ami que l'examen n'était pas long, il l'appela idiot et lui dit qu'il ne savait tout simplement pas répondre. Au moment où le garçon dit cela, il entend des cris de filles. Lui et son ami se tournent pour voir ce qui a causé le bruit. Lorsqu'ils se tournèrent, ils virent des élèves de leur âge dans des voitures militaires. Les voitures passaient devant leur école. Les garçons réalisèrent que les filles criaient à cause des voitures. L'idiot fut agacé de voir cela, il dit à son ami que les élèves dans les voitures ne sont même pas de vrais aventuriers. Il lui expliqua que ces élèves viennent probablement d'un lycée spécialisé quelconque. Le garçon aux lunettes dit à son ami qu'il est stupide, il lui demanda de regarder le logo sur les voitures. Il lui dit que les élèves dans les voitures viennent du Warrior High School. Dans ce monde, un certain désastre survint sans aucun avertissement, des portails menant à un autre monde apparurent soudainement et différents monstres en sortirent. Les monstres semèrent le chaos dans le monde humain. Les scientifiques découvrirent plus tard qu'un monde similaire à la Terre existait dans une autre partie de l'univers. Un événement particulier se produisit dans ce monde, menant à sa destruction. À la suite de cette destruction, des débris de cette planète volèrent vers la Terre. Grâce à cela, des parties de la planète commencèrent à fusionner avec la Terre. Les gens appelèrent cet événement le phénomène d'adhésion. Après la fusion, des lois naturelles inhabituelles et une variété de monstres furent introduites dans le monde. Cette fusion affecta 17% de la surface de la Terre. Les humains perdirent le contrôle de leur Terre dans un endroit connu sous le nom de zone de danger. Nous voyons un soldat respirant fortement alors qu'il se cache derrière un bâtiment. En se cachant, l'homme vit quelque chose de terrifiant, il vit un monstre traîner le corps de son camarade sur le sol. Le monstre tenant le corps de l'homme est connu sous le nom de Hornet d'Aurore. C'est un monstre à cornes uniques. Le nombre de cornes du Hornet d'Aurore indique sa puissance. Le soldat se cacha avec précaution lorsqu'il vit le monstre. Malheureusement pour lui, le Hornet d'Aurore sentit sa présence. Le monstre cria sur l'homme. Le soldat sortit immédiatement son arme et commença à tirer sur le monstre. Le monstre courut vers le soldat. Malheureusement pour l'homme, les balles n'effleurèrent que légèrement le monstre. Le Hornet d'Aurore s'approcha du soldat et asséna un coup violent dans son estomac. Le soldat cracha du sang et fut projeté. L'homme fut projeté contre un mur. Malheureusement pour les humains, ils n'avaient pas eu le temps de se préparer au monstre, et même si c'était le cas, ils ne possédaient rien qui puisse les aider à gagner contre ces monstres. Cependant, les humains gagnèrent aussi quelque chose. Le désastre n'était pas la seule chose à arriver sur Terre. La limite naturelle avec laquelle les humains étaient nés et les limitations sur leur potentiel, causées par les lois naturelles de la Terre, furent complètement brisées. Le soldat se releva des décombres et arrêta le coup du monstre. Ses statistiques avaient été complètement améliorées. L'homme saisit la main du monstre et la projeta au sol. Le monstre mourut lorsqu'il fut projeté au sol. Le soldat fut choqué de voir ce qu'il venait de faire. Il ne comprenait pas comment il était devenu soudainement plus fort. Bien que ce phénomène affectât tous les humains sur Terre, les capacités éveillées étaient différentes pour chaque personne. Les élus décidèrent de s'entraîner et d'utiliser leurs nouvelles capacités. La scène change et nous voyons des hordes de Hornets d'Aurore à cornes uniques sortir d'un portail. Les monstres étaient dirigés par un Hornet d'Aurore à 3 cornes. Les humains ayant des capacités se rassemblèrent à l'entrée du portail pour arrêter les monstres. Les humains se rassemblèrent pour reprendre le contrôle de leur terre. Les humains étaient connus sous le nom d'aventuriers. C'est ainsi que l'ère des donjons et des aventuriers commença. Le monde entier loua les exploits des aventuriers et s'inspira de leur force. Peu de temps après, les aventuriers devinrent populaires. Des organisations se concentrant sur l'entraînement des aventuriers furent créées dans le monde entier. Parmi ces organisations, la meilleure institution de formation pour adolescents, qui a réussi à créer les meilleurs aventuriers depuis 25 ans, est le mondialement connu Warrior High School. La scène change et nous revenons au garçon. Le garçon aux lunettes révéla à son ami que le Warrior High School comptait les événements survenant dans un donjon comme un test. Le garçon fut surpris d'entendre cela et demanda à son ami ce qui se passerait si les élèves mouraient. Le garçon expliqua à son ami que les élèves du Warrior High School sont confiants. Il lui dit que les élèves sont spéciaux, c'est pourquoi ils sont acceptés à l'école. Alors que les garçons parlaient, ils entendirent à nouveau une fille crier. Les garçons se tournèrent immédiatement pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils se retournèrent, ils virent la fille crier à propos d'un garçon mignon. Les filles furent choquées de voir à quel point un étudiant elfique mixte était beau.
L'autre garçon fut agacé de voir les filles crier pour l'elfe mixte. Il demanda à son ami ce qu'il regardait. Le garçon fut surpris de voir que son ami ne reconnaissait pas l'elfe. Il lui dit que l'elfe apparaît généralement à la télévision. L'elfe est connu sous le nom de Dedechoy. Son père est un aventurier célèbre et sa mère est une elfe. Deve est connu pour être un génie. On croit qu'il deviendra un aventurier de rang supérieur 5 ans après avoir obtenu son diplôme. Div est un étudiant de première année du Warrior High School et il est revenu d'un donjon 14 fois. L'autre garçon fut agacé de voir le comportement des filles. Il ne comprenait pas pourquoi les filles étaient excitées alors que Div n'était même pas une idole. Le garçon aux lunettes dit à son ami qu'il n'est pas meilleur que les filles pour être en colère contre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Le garçon fut agacé d'entendre cela et voulut crier sur son ami. Le garçon aux lunettes remarqua qu'un camarade de classe quittait l'école. Il appela notre protagoniste, dont le nom est Jaron. Le garçon demanda à Jaron s'il allait travailler. Il lui révéla que leur camarade, nommé Leun, voulait aller au karaoké avec les autres étudiants. En regardant son téléphone, Jaron dit au garçon qu'il ne pourra pas aller au karaoké. Il demanda au garçon de s'amuser. L'autre garçon fut surpris de voir que Jaron allait travailler immédiatement après les examens. Il demanda à notre garçon de quitter le travail et de les rejoindre. Le garçon aux lunettes fut choqué d'entendre cela. Il tapa son ami dans le ventre et lui dit de profiter de son temps. Notre garçon fit signe au garçon et s'éloigna pendant que son ami tremblait. Le garçon aux lunettes lui demanda s'il ne pouvait pas être un peu sensible et lui rappela que Jaron travaille dur pour une raison. En marchant, Jaron regardait son téléphone. Notre garçon reçut un message de son hôpital concernant ses factures médicales. L'hôpital demanda à Jaron de payer 302 521 21. Alors que notre garçon regardait son téléphone, un homme connu sous le nom de Chief lui demanda de venir au bureau. Il dit à Jaron qu'ils ont du travail à faire. Pendant que Div avait salué les filles, il vit Jaron. L'elfe remarqua quelque chose d'étrange à propos de Jaron. Un garçon assis à côté de Div lui demanda si quelque chose n'allait pas. Il demanda à l'elfe si Jaron lui avait fait quelque chose. En regardant notre garçon, Div dit au garçon que rien ne va. L'elfe crut qu'il imaginait des choses. La scène change et nous voyons Jaron arriver à une gare abandonnée. Un homme aux cheveux violets, en train de fumer, accueillit notre garçon à la gare. L'homme aux cheveux violets est connu sous le nom de M. Jean. Il a 37 ans et est un courtier. Deux autres hommes se tenaient à côté de Jean, un homme petit et chauve, et un homme immense. Le courtier dit à notre garçon que le petit homme chauve portant un costume est leur nouveau client. Notre garçon salua l'homme. L'homme chauve fut agacé de voir Jaron. Il rappela à Girouane qu'il avait promis de lui donner son meilleur travailleur. Girouane dit à l'homme que Jaron est le meilleur. L'homme fut agacé d'entendre cela. Il se rapprocha de Girouane et l'appela « bâtard ». Il dit au courtier qu'il ne se ferait pas arnaquer par un idiot comme lui. Il demanda à Girouane d'emmener Jaron et de lui apporter quelqu'un de capable. Pendant que l'homme criait, Jaron retira sa veste. Il demanda à l'immense homme derrière l'homme chauve s'il était un aventurier. Notre garçon lui dit qu'il devait être un ancien aventurier, c'est pourquoi il se tenait là comme un idiot derrière l'homme chauve. L'homme chauve fut surpris d'entendre cela. Il ne pouvait pas croire que Jaron parlait si impoliment à l'homme immense. Tout en libérant un peu d'énergie, l'immense homme dit à l'homme qu'il n'a pas besoin de parler davantage. Il lui assura que Jaron apprendrait sa leçon après s'être fait casser la main et la jambe. L'homme chauve fut surpris d'entendre cela. L'immense homme s'appelle Lipilgu, il a 34 ans. Il est un ancien aventurier de rang argent qui est revenu d'un donjon 81 fois avant sa retraite. L'homme chauve demanda à Jaron de se mettre à genoux et de supplier Pilgu s'il voulait se sauver. Notre garçon libéra de l'énergie et dit à l'homme chauve qu'il ne sait pas comment supplier. Le nom complet de notre garçon est Yario. Il est un contrebandier de donjon qui est revenu illégalement d'un donjon 371 fois. Dans ce monde, les aventuriers travaillent chaque jour pour explorer les donjons. Lorsqu'ils réussissent à explorer un donjon et à vaincre un monstre, ils peuvent obtenir d'innombrables trésors. Cependant, avant de quitter le donjon, les trésors doivent être remis pour inspection. Cela s'explique par le fait que beaucoup de trésors possèdent une force incroyable. Si de tels trésors circulaient sans autorisation, ils pourraient être utilisés pour le mal. Ainsi, l'association des aventuriers doit inspecter ces trésors et prélever des taxes selon leur valeur. Cependant, certaines personnes violent cette règle. Ces personnes incitent des aventuriers à ne pas payer les taxes et se mettent les trésors dans la poche. Ces personnes sont appelées contrebandiers de donjons. L'association demande généralement aux gens de signaler les contrebandiers pour protéger la société. La scène change et nous voyons Girouane allumer une cigarette. L'homme chauve fut surpris de voir cela. Il ne comprenait pas pourquoi l'homme fumait dans cette situation.
Il demanda à Jean s'il allait vraiment laisser notre garçon se battre avec Pilgu. Le courtier demanda à l'homme s'il avait peur du combat. L'homme chauve fut agacé d'entendre cela. Il dit à Girouane qu'il avait peur pour lui. Il révéla au courtier que Pilgu a un mauvais tempérament. L'homme expliqua à Girouane que Pilgu avait pris sa retraite après avoir été pris en train d'agresser un coéquipier. L'homme demanda au courtier d'arrêter le combat pour sauver Jaron. Tout en tendant la main, Jaron appela Pilgu un véritable criminel. Il ne pouvait pas croire que l'homme immense ait réellement agressé son coéquipier. Avec un sourire, Pilgu dit à notre garçon que des déchets le retenaient et qu'il les a éliminés. Jaron rit en entendant cela. Il dit à Pilgu qu'il doit être conscient du fait qu'il est lui-même un déchet. Il demanda à l'homme s'il avait volontairement causé des problèmes et perdu sa licence. Pendant que notre garçon parlait, Pilgu l'attaqua. L'homme croyait que son coup avait touché le visage de Jaron. À sa surprise, notre garçon esquiva facilement l'attaque en bougeant légèrement la tête. Il dit à l'homme qu'il est impoli d'attaquer sans permission. Pilgu fut agacé et tenta d'attaquer avec l'autre main. Jaron sourit en voyant l'homme lever sa main. Il décida de donner un léger coup de pied. Notre garçon utilisa sa jambe pour frapper l'homme à la tête. La jambe de Jaron toucha le visage de l'homme. Avec un sourire, Girouane rappela à l'homme chauve qu'il avait amené son meilleur travailleur. L'homme chauve fut surpris de voir Jaron frapper tandis que le coup de Pilgu se figeait. Notre garçon prit une posture. Il fut surpris de voir qu'une attaque si légère paralysait l'homme. Il s'attendait à ce que Pilgu soit plus fort à cause de sa carrure. Pilgu utilisa sa main pour remettre sa tête en place. L'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait considéré Jaron comme un simple enfant. Cependant, après avoir vu ses réflexes et reçu son coup de pied, Pilgu comprit que Jaron était déjà au niveau d'un professionnel. Jean sourit en voyant l'expression de Pilgu. Il dit à l'homme chauve que Pilgu a réalisé qu'il ne pouvait pas gagner. L'homme chauve fut surpris d'entendre cela. Il dit au courtier que même si le coup de Jaron est bon, ce n'est pas suffisant pour vaincre Pilgu. Girouane comprit ce que l'homme voulait dire. Il dit à l'homme chauve qu'il ressentait quelque chose de particulier à propos de Pilgu, il est un tank. Au moment où il dit cela, l'homme immense déchira sa chemise. L'homme chauve fut surpris de voir que Girouane avait identifié la classe de Pilgu. Le courtier dit à l'homme qu'il est extrêmement doué pour lire entre les lignes. Pilgu dit à notre garçon qu'il est toujours un sale contrebandier, peu importe le stratagème qu'il utilise. Au moment où il dit cela, l'homme commença à libérer encore plus d'énergie. Après l'adhésion, les gens commencèrent à éveiller des capacités dépassant leurs limites. Cependant, chaque personne éveilla des talents et des capacités latentes différents. Les aventuriers ayant éveillé leurs capacités entreprirent différentes activités d'entraînement correspondant à leurs aptitudes et assignèrent des rôles à eux-mêmes. L'un de ces rôles est celui de tank. Pilgu utilisa une technique pour se rendre plus grand, connue sous le nom de Bulk Up. Il activa également les compétences Giant Strength et Iron Skin. Un tank est responsable de protéger ses coéquipiers des dangers du donjon. Son rôle est d'affronter les monstres en première ligne. Grâce à un corps entraîné jusqu'à ses limites, les tanks peuvent encaisser des balles. Un tank de haut niveau peut même supporter la puissance écrasante de missiles facilement. Les tanks sont vus comme une barrière protectrice. Pilgu leva les mains et dit à notre garçon qu'il allait lui montrer la puissance d'un vrai aventurier. Immédiatement, il tenta d'écraser Jaron. Notre garçon esquiva l'attaque en sautant. L'attaque détruisit le sol. Le coup lourd fit trembler le sol. L'homme chauve commença à trembler. Avant qu'il ne tombe, Girouane le rattrapa avec sa veste. Il demanda si tout allait bien. Girouane fut agacé de voir Pilgu détruire son lieu de travail. Le tank s'approcha de notre garçon et lança une autre attaque. Jaron esquiva en reculant. La main de Pilgu heurta un mur et créa un trou. Avec un sourire, Pilgu demanda à Jaron si quelque chose n'allait pas. Il lui demanda d'utiliser à nouveau ses astuces bon marché. Jaron dit qu'il n'est pas un imbécile et qu'il ne tomberait pas dans un piège aussi évident. Au moment où notre garçon dit cela, Girouane regarda Pilgu. Il réalisa que la force physique de l'homme était à peu près équivalente à celle d'un camion correct. Le courtier était certain qu'un humain normal serait pulvérisé s'il recevait un coup de Pilgu. Bien que Pilgu soit fort, Girouane ne le considérait pas comme une menace. Il appela Jaron et lui demanda de finir le combat rapidement. Il dit au garçon que son paiement serait réduit si Pilgu endommageait davantage la station. Notre garçon fut choqué d'entendre cela. Avec un sourire, Pilgu dit à Jaron que Girouane n'avait pas encore compris la situation. Il lui dit que ses astuces bon marché ne fonctionnent pas contre un professionnel. Jaron sourit en entendant cela. Il regarda sur le côté et attrapa une barre de métal. Notre garçon inspecta lentement la barre. Pilgu fut agacé de voir cela. Il se précipita pour attaquer Jaron. En voyant que Jaron avait attrapé la barre, Girouane dit à l'homme chauve que le combat était terminé.
Les gens de la société croient que les tanks sont des êtres invincibles, mais ce n'est pas le cas. Les tanks ont un ennemi naturel, un être capable de concentrer une force puissante et destructrice en un seul point. Quand notre garçon remarqua que Pilgu s'approchait de lui, il prit une posture et se rapprocha de l'homme. Jaron concentra une grande quantité d'énergie dans la barre et l'utilisa pour attaquer l'homme. Son attaque détruisit facilement la défense de Pilgu. Pilgu cracha du sang et tomba au sol. L'homme chauve fut choqué. Jean ne fut pas surpris, car il connaissait déjà l'issue du combat. Les personnes capables de vaincre les tanks sont des damage dealers plus habiles qu'eux. Ces personnes n'ont aucun problème à détruire une barrière protectrice. Notre garçon est un damage dealer. Pendant que Pilgu était au sol, il lui demanda qui lui avait appris à balancer ainsi. Notre garçon fut surpris. Il dit à l'homme qu'il avait appris de son père. Quand Jaron était jeune, il voyait son père comme le plus grand aventurier du monde. Ce n'était pas parce que c'était son père, mais parce qu'il était fort. Le père de notre garçon s'appelle Yong. Il faisait partie de la première génération de héros, connus comme les premiers aventuriers. Pour ceux qui n'ont pas vécu le début de l'ère des donjons, ces aventuriers de première génération sont une grande légende. Mais pour les aventuriers de cette époque, c'était un enfer. Le plus grand problème était le manque d'informations. Ils ne connaissaient ni le type de donjon, ni les monstres qui y vivaient. La scène change et nous voyons Song et ses coéquipiers affronter un monstre appelé Gomat. Le monstre était dans sa forme adolescent. Il lança de l'acide sur Song et son équipe. Song put esquiver en sautant, mais ses coéquipiers furent touchés, l'acide leur fit fondre la peau. Song fut choqué. Le monstre lança une autre attaque. Song utilisa son bâton pour la diviser. Il remarqua alors que son bâton en alliage de titane fondait. Les aventuriers de cette époque manquaient d'équipement et de compétences pour combattre correctement les monstres. Cependant, Song ne renonça pas. Il se précipita pour attaquer le Gomat avec son bâton, utilisant la même technique que notre garçon. Quand le renfort arriva au donjon, ils furent surpris de voir le bâton de Song sur la tête du monstre. Ils remarquèrent que l'homme était assis à côté du monstre. Les aventuriers de première génération risquaient leur vie pour expérimenter. Les survivants transmirent leurs expériences et accomplissements à la génération suivante. Ils étaient vus comme des héros. Dragon Slayer Yong était le nom du père de notre garçon. Il fut la première personne à chasser un dragon et fut le meilleur aventurier d'Asie. En regardant son père s'entraîner, Jaron le regarda avec des yeux remplis de respect. Notre garçon respectait et vénérait son père plus que quiconque. Il croyait que son père était invincible. Malheureusement, pendant l'entraînement, Song cracha du sang avec des larmes dans les yeux. Notre garçon courut vers lui. Song leva la main et demanda à son fils de ne pas s'approcher. Selon les médecins, Song avait été empoisonné lors de ses explorations. Il avait rencontré un poison mortel. Comme toujours, Song tenta de surmonter le problème. Cependant, après des décennies de surmenage, son corps atteignit enfin ses limites. Pendant cette période difficile, les collègues de Song, en qui il avait confiance, profitèrent de sa vulnérabilité et prirent toute sa fortune et son travail. Des années plus tard, le monde commença à oublier le nom de Dragon Slayer Yong. L'homme avait perdu son identité de héros après avoir tout perdu et souffert d'un poison incurable. Tout ce qui restait était un aventurier oublié. La scène change et nous revenons à Jaron. Notre garçon se retourna et lâcha la barre. L'homme chauve ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas croire que Pilgu ait réellement perdu contre un jeune garçon. Jiroan ne comprenait pas pourquoi l'homme était surpris. Il lui dit que Pilgu n'est pas un très bon aventurier. Jaron expliqua que le fait que Pilgu se vante d'avoir battu ses coéquipiers montre qu'il est faible. Selon notre garçon, il n'y a que deux raisons pour qu'un bon aventurier prenne sa retraite. 1. Son corps est trop endommagé pour continuer à explorer. 2. Il meurt pendant une exploration. Jaron mit sa veste et dit à l'homme de licencier Pilgu s'il le payait au-dessus du salaire minimum. Jiroan posa sa main sur l'épaule de l'homme et dit que son paiement pour le travail venait de doubler. L'homme fut choqué et essaya de crier sur le courtier. Jean le fit rapidement taire, lui rappelant qu'il avait été le premier à provoquer. Il tapa sur l'épaule de l'homme et lui dit qu'il ne faisait rien gratuitement. En voyant l'expression de l'homme brisé, il devint nerveux et accepta l'offre de Jean. Pendant qu'il buvait une bouteille d'eau, Jean demanda à notre garçon s'il avait entendu parler de l'Imperial Wasp. Jaron cracha son eau en entendant le nom mentionné par son patron. Il demanda s'il devrait combattre le monstre. Jean lui expliqua que c'était trop dangereux. L'Imperial Wasp est un monstre dont le degré de danger est considéré comme le plus élevé au monde. L'endroit où il a nidifié est connu comme le donjon le plus difficile de Corée. Selon Jiroan, il est difficile pour un aventurier de haut rang d'affronter une Imperial Wasp. Il dit que c'est impossible pour un contrebandier, mais possible pour un aventurier de rang blanc. En regardant l'homme chauve battre Pilgu,
Jiroan révèle à notre garçon que l'homme chauve lui a dit qu'un énorme raid a eu lieu hier et n'a pas encore été rendu public. L'armée et cet aventurier de rang blanc ont constitué l'attaque. Jaron fut surpris d'apprendre que cette rang blanc faisait partie d'une escouade d'attaque. Selon Jiroan, l'escouade était composée des All-Stars de Corée. Les médias s'emballent lorsqu'à peine 2 rangs blancs se rassemblent. L'escouade n'a pas atteint son objectif initial d'éradication, mais a réussi à traquer la reine des abeilles. L'un des 7 a volé le gel royal de l'Imperial Wasp et a ordonné à un subordonné de l'escouade de le contrebander. Jaron demanda à son patron ce qu'est le gel royal. L'homme expliqua que le gel royal est un supplément nutritif que les guêpes donnent à une reine nouvelle-née. Notre garçon fut surpris et ne comprit pas pourquoi un aventurier de rang blanc contrebanderait un supplément nutritif. Selon Jiroan, le gel royal pourrait ressusciter un humain. Jaron fut choqué. L'association des aventuriers et le gouvernement affirment que tous les accès aux donjons sont strictement contrôlés. Bien sûr, ce n'était pas vrai. La scène change et nous voyons Jiroan devant une grande porte métallique. Il posa sa main sur la porte et libéra une grande quantité d'énergie. Après avoir mis de l'énergie dans la porte, il retira sa main, se tourna vers Jaron et lui demanda de faire de son mieux pour ne pas mourir. Nous voyons notre garçon avec de nouveaux vêtements et une arme dans le dos. En secouant sa main, Jiroan dit à Jaron que cette mission sera très ennuyeuse. Notre garçon ne répondit pas et fixa ses lunettes. En voyant cela, Jean souffla de la fumée dans son visage. Notre garçon fut surpris et demanda pourquoi il faisait cela. Jiroan comprit que Jaron pensait encore au gel royal. Il lui demanda s'il était obsédé par le gel royal. En entendant cela, Jaron avança et dit que la plupart des rumeurs sont exagérées. Jaron posa sa main sur la porte et se dit que le gel royal ne pouvait probablement pas guérir son père. Notre garçon savait que son père n'aurait jamais perdu espoir si un antidote existait. En ouvrant la porte, une lumière brillante l'éblouit. Lorsqu'il traversa la porte, il arriva au bord d'une falaise, face à une forêt. Après l'adhésion, des donjons furent créés partout dans le monde. Parmi eux, 2 sont considérés comme les plus grands donjons de Corée, Judu, fusionné avec une chaîne volcanique, et un autre fusionné avec la jungle Agar, située au centre de Seoul. Jaron était dans un donjon appelé Ancien Bord, un donjon D+, avec Uo au centre. Le donjon avait envahi d'autres parties de Seoul. La plupart restent inexplorés et plusieurs aventuriers ont perdu la vie en essayant de l'explorer. Selon l'homme chauve, le subordonné devait transporter l'objet jusqu'à la zone de réunion à bord. Après être arrivé, il perdit le contact. Jean dit à Jaron qu'il pourrait avoir eu un accident. Il expliqua que tout ce qu'il avait à faire était de se rendre sur place et de ramener ce que l'homme avait. Jaron décida de mettre ses lunettes et de partir. Avant de partir, Jiroan lui demanda de ne pas se distraire et de se concentrer sur sa mission. Jaron sourit et demanda s'il pensait qu'il allait fuir. Jean souffla de la fumée et dit que non. Il révéla que les humains ne sont pas les seuls à vouloir le gel royal. Jaron prit une corde et sauta de la falaise. En atterrissant dans la forêt, il vit une énorme empreinte. Il se rappela que Jiroan lui avait dit que toute la forêt sentirait le gel royal. Beaucoup de créatures seraient attirées par cette odeur. La scène change et nous voyons une fille, essoufflée, se cacher derrière un arbre. La fille s'appelle Jean Serom, une première année de Warrior High School. Serom faisait face au plus gros problème de sa vie. Elle pensait avoir un donjon facile pour son partiel, mais un monstre, qui n'aurait jamais dû être là, était présent. Serom ferma les yeux et pria pour que le monstre ne la trouve pas. À sa surprise, le monstre passa à côté. Son test était simple, collecter des pièces dans le donjon dans un temps donné. Bien que le test simule un combat réel, la zone était de rang le plus bas, donc le test aurait dû être facile. Les monstres dans ce donjon étaient faibles et peu intelligents. Alors que Serom regardait sa main, elle remarqua une ombre la couvrir. Elle réalisa immédiatement que le monstre l'avait trouvé. Serom regarda le monstre avec peur. Le monstre tenta de l'attaquer. Elle esquiva. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais fuir. Elle attrapa son arc et décida de riposter. Le monstre était un titan APE avec un danger de 3 étoiles. Quand il montra sa tête, elle tira ses flèches. Malheureusement, l'APE bloqua facilement l'attaque. Serom fut choqué. Le monstre leva sa main pour écraser la fille, détruisant le sol. Heureusement, elle put éviter l'attaque. Dans les airs, elle tira ses flèches sur l'APE. L'attaque toucha la poitrine, mais ne fit rien. Serom s'y attendait et savait qu'elle ne pourrait pas tuer le monstre avec une telle attaque. Elle voulait juste le faire baisser sa garde et s'approchera alors que le titan APE s'approchait. Serom commença à imbuire sa flèche de magie. Elle était une Magic Ranger, ses yeux brillaient d'une lumière bleue. Elle activa une compétence appelée Flame Bombardement. La flèche, recouverte de feu, fonça à une vitesse incroyable. Le type de magie qu'on peut imbuire sur une flèche est illimité au maximum.
Serum choisit ce sort en dernier recours, il créerait une explosion massive, assez puissante pour tuer un monstre 3 étoiles, si la flèche touchait sa cible. Malheureusement, l'APE grimpa sur un arbre et esquiva l'attaque. Serum ne comprenait pas, le monstre avait anticipé son coup. Elle ne pouvait pas reproduire l'attaque. Elle réalisa qu'elle devait fuir. Au moment de cette prise de conscience, le monstre descendit et se mit à la poursuivre. Son visage était terrifié alors qu'il se rapprochait. Juste avant que le monstre ne l'attrape, Jaron frappa son menton avec une attaque. Serum se retourna et vit Jaron dans les airs. Il atterrit sur un arbre et, étonnamment, le monstre ne fut pas affecté par le coup reçu au menton. Jaron sortit un outil de sa poche et fonça attaquer le monstre. Serum fut choqué, il allait l'affronter frontalement. Elle croyait que c'était impossible et que Jaron allait mourir. Le monstre serra le poing pour attaquer, mais Jaron lui demanda de fermer les yeux. Il plaça l'outil devant sa tête et ferma les yeux. Lorsqu'il activa l'outil, une lumière aveuglante sortit directement dans les yeux du monstre. Jaron atterrit au sol, le titan APE tomba à genoux et hurla de douleur. Jaron fut triste, il venait d'utiliser son dernier outil, connu sous le nom de Stunning Torch, fabriqué à partir des écailles d'un flickering fish des donjons profonds. L'outil possède une capacité d'incapacitation incroyable pour son prix et était très apprécié des aventuriers. Cependant, mal utilisé, il pouvait causer la perte de vue. La production et l'usage sont désormais strictement interdits. Après que Serum retrouva la vue, Jaron s'approcha et lui dit qu'il avait fait assez pour elle. Il lui ordonna de prendre ses responsabilités et lui donna quelques secondes pour fuir. En courant, Jaron se rappela les paroles de Jiroan, la prime sur les contrebandiers est très élevée, il risquait d'être attrapé s'il se laissait distraire. Il regarda derrière lui et vit Serum courir après lui, essoufflé. Jaron fut agacé, il pensait qu'elle le suivait à cause de la prime. En courant dans les arbres, Jaron disparut de la vue de la fille. Serum fut choqué, certaine qu'il était juste devant elle. Alors qu'elle cherchait autour d'elle, Jaron réapparut et utilisa son bâton pour la pousser au sol. Il lui demanda avec un sourire ce qu'elle voulait. Serum répondit qu'elle voulait le remercier pour son aide. Jaron fut surpris et lui dit qu'il n'était pas un idiot. Serum révéla qu'elle savait qu'il était un contrebandier et voulait lui proposer un travail. Jaron remarqua le logo sur ses vêtements et lui dit qu'il ne laisserait pas passer sa troisième erreur. Il prit son bâton et lui dit qu'il n'avait aucun intérêt à apprendre à quel point une élève riche de Warrior High School était folle. Il lui assura qu'il l'éliminerait si elle se mettait de nouveau sur son chemin. Serum n'était pas surpris. Elle lui dit que la prime pour les contrebandiers est de 50 millions, et pour les braconniers de 400 millions. Avec un air confiant, elle lui montra un collier nommé en Killsblood et lui expliqua qu'il pouvait en acheter un s'il attrapait 5 contrebandiers. Le collier n'était qu'un acompte, elle lui donnerait plus d'argent s'il l'aidait pour son partiel. Jaron fut surpris et la traita de gamine folle et gâtée, affirmant qu'elle était folle. Serum sourit et lui expliqua que peu importe sa folie, il avait une opportunité qui pourrait changer sa vie. Jaron soupira, il s'y attendait. Serum ne comprit pas et demanda des explications. Une énorme ombre se posa sur eux. Jaron leva les yeux et vit le monstre. Il rappela à Serum qu'elle avait quelques secondes pour courir. Ils sautèrent pour esquiver l'attaque du monstre. En l'air, Jaron lança son bâton vers la fille et lui demanda d'utiliser la même compétence qu'elle avait mise sur sa flèche. Elle devait renvoyer le bâton une fois terminé. Serum était choqué, elle n'avait presque plus d'énergie magique. Jaron lui demanda de se débrouiller, il ne pourrait pas affronter l'APE à main nue longtemps. Serum commença à infuser sa magie dans le bâton. Elle n'avait qu'un quart de sa magie restante, pensant que ce n'était pas suffisant pour endommager le monstre. Pendant que Jaron distrayait l'APE, Serum voulait fuir et laisser Jaron derrière. Elle lança le bâton, ayant infusé toute son énergie. Jaron le récupéra, expliquant qu'un quart de l'énergie suffirait. Avec un sourire, il attaqua le monstre. Les élèves de Warrior High School apprennent que le timing et la précision sont essentiels pour combattre un monstre. Quand l'APE vit Jaron approcher, il tenta de l'écraser. Jaron esquiva facilement et se rapprocha de sa tête. Il utilisa le bâton pour lancer la compétence directement sur le cou de l'APE. L'attaque créa une énorme explosion et infligea de lourds dégâts. Jaron sourit en voyant que son attaque avait touché. Malheureusement, ses lunettes se brisèrent. On la voit plus jeune, saluant ses amis alors qu'elle monte dans sa voiture. Ses camarades commentaient sa chance, sachant que Serum pouvait obtenir ce qu'elle voulait. Même si elle n'aimait pas ça, ils avaient raison, elle pouvait facilement obtenir ce qu'elle désirait. Elle était l'héritière du groupe Jinon, une entreprise sud-coréenne classée 4e dans le pays. Elle s'était fiancée à un elfe d'un autre monde, et le résultat de cette union donna naissance à Serum. Alors qu'elle rentrait chez elle, Serum vit un bus rempli d'aventuriers. Elle colla sa tête à la fenêtre. Bien que riche,
Elle respectait les aventuriers plus que quiconque et rêvait d'en devenir un. Pendant son entraînement avec son oncle, celui-ci lui expliqua qu'il serait impossible pour elle de devenir aventurière. Sa lignée elfique était faible, il lui dit qu'elle était pratiquement humaine. Il demanda à son père d'arrêter de la pousser à devenir aventurière. Le père de Sérom, Jingu, répondit qu'il ne la poussait pas, mais l'encourageait simplement, car elle avait toujours voulu devenir aventurière. Il précisa qu'elle n'avait pas besoin du talent elfique pour réussir, sa capacité humaine était déjà supérieure à la moyenne. Son oncle insista, sans talent elfique, elle ne pourrait jamais rivaliser avec les monstres de rang supérieur. Il ajouta que, malgré son travail acharné, les avantages comme la richesse, le nom et la lignée rendraient ses efforts peu utiles et susciteraient l'envie. Sérom serait isolé parmi ses pairs et incapable de gérer cela sur le long terme. Le récit revient au présent, Jaron a atterri après avoir vaincu le monstre. Sérom le regarde avec étonnement et demande s'il a le même âge qu'elle. Jaron réalise alors que ses lunettes sont cassées. Il se souvient des avertissements de Girwan, ses lunettes sont coûteuses. Elles empêchent la reconnaissance faciale et modifient sa voix, protégée par 4 sorts différents. Sérom s'approche et demande à Jaron s'il est son aîné. Il répond qu'il ne l'est pas, avec un air agacé, et lui demande de lui donner le collier. Elle le lui remet facilement. Jaron l'examine attentivement, tandis que Sérom lui propose de payer ses frais de scolarité pour le centre d'éducation des aventuriers. Il refuse immédiatement, expliquant qu'il n'y est pas inscrit. Sérom, choqué, lui demande qui lui a appris à se battre. Jaron répond qu'il s'est tout appris seul. Elle hurle, incapable de croire qu'un autodidacte puisse se déplacer et combattre avec autant d'habileté. Elle s'énerve encore plus lorsqu'elle découvre que Jaron vient d'une école normale, Donjing High School, et non d'une école prestigieuse. Jaron pointe son bâton sur elle et lui demande de lui montrer une pièce d'identité. Surprise de voir qu'ils ont le même âge, il garde la carte de l'école dans sa poche. Sérom demande pourquoi il la garde. Jaron lui explique qu'il a besoin de quelque chose pour s'assurer qu'elle ne le trahira pas. Il sort ensuite son téléphone et lui demande de s'approcher. Lorsqu'elle le fait, il place sa main sur son épaule. Flustered, elle demande pourquoi. Jaron lui explique qu'elle doit devenir sa complice, car un complice subit la même punition qu'un contrebandier. Il lui demande de sourire pour la caméra, scellant ainsi leur accord. Sérom sourit légèrement en suivant la demande de Jaron. À partir de ce moment, elle devient officiellement sa complice. Jaron la détache ensuite de la situation, lui laissant quelques secondes pour réfléchir à sa propre sécurité. Il lui rappelle que dans ce monde, être imprudent face aux monstres ou aux aventuriers peut coûter très cher, et qu'elle doit agir rapidement et avec précision si elle veut survivre. Jaron, désormais concentré sur sa mission, sort de la zone de sécurité et commence à se déplacer dans la forêt dense. Il utilise ses compétences pour repérer les empreintes et indices laissés par le monstre et les autres aventuriers. Sérom, suivant de près, observe attentivement les gestes de Jaron et apprend à anticiper les dangers, réalisant que chaque mouvement compte dans un environnement où les monstres peuvent surgir à tout moment. Alors qu'il progresse, Jaron détecte la présence de plusieurs monstres attirés par l'odeur du Royal Jelly. Il ordonne à Sérom de se cacher derrière un arbre et de préparer ses flèches enchantées. Jaron prend une position stratégique, prêt à neutraliser les ennemis avant qu'ils ne les repèrent. Le duo rencontre un groupe de monstres intermédiaires. Jaron combine ses attaques physiques avec ses gadgets pour incapaciter les créatures une à une, tandis que Sérom utilise la magie de feu pour bloquer les renforts et maintenir la distance. Ensemble, ils avancent méthodiquement, démontrant une coordination exceptionnelle malgré leur rencontre récente. Il demanda à Sérom de rester alerte et lui dit qu'il pourrait y avoir différents types de monstres dans la zone. En regardant les ruines de loin, Jaron suggéra que lui et Samom prennent une pause avant d'entrer dans les ruines. Notre fille rappela à Jaron sa question et lui demanda s'il avait reçu un entraînement personnel quand il était plus jeune. Notre garçon dit à la fille qu'il avait appris en regardant quelqu'un s'entraîner. Il ajouta qu'il n'avait pu apprendre que quelques mouvements, car il était en train d'être sournois. Sérom s'effondra en entendant cela. Jaron demanda à notre fille s'il y avait une raison pour laquelle elle posait la question, avec un regard de colère sur son visage. Samom dit à notre garçon qu'elle ne l'aimait pas. Immédiatement après avoir dit cela, elle lança quelque chose sur lui. Quand Jaron jeta un coup d'œil à sa main, il vit une potion. Il demanda à Sérom pourquoi elle lui avait donné cette potion. Elle répondit que cette potion est connue comme « Endurance Ample », un type CA, évalué à 1100 won. Samom demanda à notre garçon de boire la potion afin de regagner sa force originale. Jaron fut surpris de voir que Samom lui donnerait un tel objet après lui avoir dit qu'elle ne l'aimait pas. Il dit à la fille qu'elle pourrait être plus dure avec ses mots. Notre garçon garda la potion dans sa poche.
Sarom fut surprise de voir cela et demanda à notre garçon de lui dire pourquoi il ne la buvait pas. Jaron dit à la fille qu'il voulait la vendre plus tard. Sarom fut choqué d'entendre cela et demanda à notre garçon s'il connaissait le prix de l'endurance ample. Jaron dit à notre fille qu'il pourrait vendre la potion pour un prix lourd de 1 million de won. Sarom fut choquée d'entendre cela, elle ne pouvait pas croire que Jaron pensait à un maigre million de won. Elle trouva notre garçon bizarre. Jaron marcha en avant et dit à la fille qu'il devait se mettre en route. En marchant, notre garçon pensa à quel point les enfants riches sont bizarres. Quand ils arrivèrent à l'entrée du centre commercial, Jaron rappela à Samom que leur but n'était pas de chasser. Il dit à la fille qu'ils étaient simplement au centre commercial pour obtenir ce qu'ils voulaient et demanda à Samom de suivre ses ordres, peu importe les monstres qu'ils verraient à l'intérieur. Avec un sourire sur son visage, notre garçon dit à la fille qu'il était un expert en survie et lui demanda de lui faire confiance. Sarom ressentit un sentiment de soulagement. La fille n'avait jamais ressenti ce sentiment bizarre auparavant. Elle n'avait pas pu obtenir ce sentiment parce que pendant la moitié de l'année passée, elle avait été une étrangère dans son école, non reconnue par les autres. La fille se sentit soulagée, car c'était sa première fois à combattre aux côtés d'un compagnon. Quand les deux entrèrent dans le centre commercial, ils virent quelque chose de choquant. Samom demanda à notre garçon ce qu'elle regardait, avec un regard nerveux sur son visage. Jaron dit à Samom qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme cela auparavant. Notre garçon et Sarom virent des dizaines de monstres morts sur le sol. Les humains sont des êtres beaucoup plus courageux qu'ils ne le pensent. Avec la bonne résolution, ils peuvent faire face à n'importe quelle situation. La seule exception à cela est lorsqu'ils font face à une situation imprévisible, non comptée pendant la résolution initiale. En regardant les corps des monstres, Sarom réalisa que certains monstres n'étaient pas de la zone et que d'autres étaient dangereux pour les aventuriers professionnels. La fille ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé dans le centre commercial. Pendant qu'ils parlaient, les deux remarquèrent qu'un monstre bougeait. Jaron prit immédiatement une position. Le monstre, qui était gravement blessé, est connu comme un slasher lip. Il a un rang de danger de 2 à 3 étoiles. Notre garçon chargea le monstre. En voyant que Jaron s'approchait, le slasher lip étira sa langue pour attaquer notre garçon. Jaron utilisa son bâton pour frapper la langue loin. Malheureusement pour lui, le slasher lip attrapa son bâton avec sa langue et tira le bâton vers lui. Jaron s'accrocha au bâton. Quand il fut au-dessus du monstre, il lâcha son bâton et s'agrippa au plafond. L'arme frappa le corps du monstre. En voyant que le monstre était blessé, Jaron sauta du plafond et atterrit avec un coup de pied directement sur la tête du monstre. Le slasher lip cria de douleur. Après avoir vaincu le monstre, notre garçon ramassa son bâton et marcha vers Sarom. La fille dit à Jaron que le monstre n'était pas encore mort à cause de sa grande survivabilité. Notre garçon corrigea la fille en lui disant qu'il avait gardé le monstre en vie exprès. C'était parce que le monstre servirait d'alarme d'avertissement quand quelqu'un entrerait dans le centre commercial. Le slasher lip est un type de monstre qui crie pour alerter ses alliés lorsqu'il sent que sa vie est en danger. Sarom fut surprise d'entendre qu'ils avaient besoin d'une alarme. Elle demanda à notre garçon pour qui était cette alarme. Au moment où elle posa cette question, quelqu'un apparut au premier étage du centre commercial et dit à la fille que l'alarme était pour lui. L'homme, qui semblait fatigué, dit à la fille qu'il était épuisé après avoir tué les monstres et qu'il avait décidé de se reposer. Sarom fut choquée de voir l'homme. Elle croyait qu'il était un aventurier. Elle demanda à notre garçon s'il le reconnaissait. Jaron grimaça en entendant la question. L'homme fut surpris de voir Jaron et Sarom et croyait que tous deux étaient trop jeunes pour être des contrebandiers. L'homme remarqua le logo du Warrior High School sur le t-shirt de Samom. En voyant le logo, il sauta du premier étage et demanda à la fille si elle venait du Warrior High School. Samom répondit à l'homme qu'elle venait de cette école. L'homme sourit en entendant cela et dit à notre fille qu'il était malheureux qu'elle doive mourir dans un tel endroit. Samom fut terrifié. Jaron demanda à Samom d'arrêter de parler à l'homme comme une idiote et lui expliqua que l'homme n'était pas un aventurier normal mais un méchant venu pour la gelée royale. Voyant que l'homme n'avait aucune affiliation avec son commissaire, Jaron lui demanda comment il gérerait les choses s'il touchait l'objet sans permission. Avec un regard impassible, l'homme répondit qu'il n'aurait à gérer les choses que s'il était attrapé. Selon lui, il était une personne chanceuse. Il révéla à notre garçon qu'il avait entendu par hasard que son camarade faisait de la contrebande avec quelque chose de précieux. L'homme avait initialement prévu d'embusquer son camarade sur le chemin du point de rencontre. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme prévu. L'homme échoua à achever son camarade mais put le suivre jusqu'au centre commercial. Cependant, il ne put pas le trouver dans le centre commercial. L'homme savait que son camarade devait se cacher dans l'un des lieux de
Contrebande du centre commercial. Jaron fut surpris d'entendre cela et sourit d'un sourire inquiétant. L'homme posa sa main sur son épée. Même sans encore s'affronter, Jaron pouvait instinctivement sentir que cet adversaire était sérieux. L'homme était à un rang beaucoup plus élevé que l'idiot maladroit d'avant. Notre garçon demanda à Samom de commencer à chercher la boîte à pièces pendant qu'il gagnait du temps. Il dit à la fille qu'il n'y aurait aucun monstre à l'intérieur grâce à l'homme. Sarom hésita à partir, croyant qu'elle devait aider notre garçon. Jaron lui expliqua qu'elle n'aidait pas beaucoup pour le moment. Au moment où il dit cela, l'homme apparut devant lui avec un sourire sur le visage et utilisa son épée pour attaquer notre garçon. Jaron fut capable de bloquer l'attaque avec son bâton. Immédiatement après, notre garçon cria à Sarom et lui demanda de commencer à courir. Il dit à notre fille qu'elle devait rester en vie pour qu'il puisse recevoir son argent. Samom commença à courir. L'homme fut surpris de voir que Samom s'en allait réellement et dit à Jaron qu'il avait fait le mauvais choix. Tout en attaquant agressivement, il lui dit qu'il aurait augmenté sa chance de survie si Samom était resté. En bloquant les attaques de l'homme, Jaron lui dit qu'il débitait des absurdités. Notre garçon prit une position, rassembla son énergie et utilisa son bâton pour repousser l'épée de l'homme. L'homme fut choqué de voir cela. Il ne pouvait pas croire que notre garçon avait lu la trajectoire de son épée. Avant que l'homme ne puisse balancer son épée à nouveau, Jaron asséna un coup de pied. Le coup envoya l'homme voler. L'homme s'écrasa contre un mur et couvrit la zone de poussière. L'homme se releva et dit à Jaron qu'il l'avait surpris. Notre garçon fut choqué d'entendre la voix de l'homme. L'homme ne s'attendait jamais à ce que notre garçon le force à utiliser son équipement. Il félicita Jaron pour ses compétences. Il dit à notre garçon qu'il était meilleur que la moyenne des pros. L'homme réalisa qu'il devait se battre correctement s'il voulait gagner. Jario. Alors que la poussière se dissipait, nous voyons l'homme dont le nom est Yang Dog-Yoon équipé d'un objet. C'était un objet terrifiant qui couvrait son corps. Dog-Yoon est un aventurier de classe or. La scène change et nous sommes emmenés à la station. Nous voyons Jiroan mangeant des nouilles instantanées. L'homme fut surpris de voir à quel point les nouilles avaient bon goût. En mangeant ces nouilles, Jiroan remarqua que l'homme chauve se tenait à côté de Pilou. Le courtier demanda à l'homme de s'asseoir. Il lui dit qu'il faudra un moment avant que Pilgu se réveille. L'homme chauve appela Pilgu un cochon qui ne pouvait même pas porter son propre poids. Il dit à Jiroan qu'il avait payé beaucoup d'argent à Pilgu. Il ne pouvait pas croire que Pilgu se disait ancien aventurier. Jean demanda à l'homme de ne pas être dur avec Pilou. Il lui dit que l'idiot avait perdu parce qu'il devait le faire. Jiroan expliqua à l'homme que les gens ont tendance à négliger le fait que les aventuriers ne combattent pas des humains. En tant qu'aventurier, Pilgu avait été entraîné à la chasse et à l'exploration. Il n'avait pas été entraîné à combattre des humains. Il était naturel pour lui de perdre face à un contrebandier comme Jaron. L'homme se tourna vers le courtier et lui dit qu'il avait entendu dire que les aventuriers se battaient entre eux, avec un sourire sur son visage. Jiroan confirma la rumeur. Il dit à l'homme que les aventuriers se battent définitivement entre eux. À mesure que les aventuriers montent en rang, ils se battent plus à cause de la valeur d'un donjon. Même des camarades qui dépendent les uns des autres, de nombreuses fois, succombent parfois à la cupidité et se trahissent entre eux. L'homme chauve demanda au courtier si les aventuriers s'entretuent. Jiroan dit à l'homme qu'il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a pas de lois appliquées à l'intérieur d'un donjon. Selon Jiroan, les aventuriers pouvaient simplement dire que leurs camarades avaient été tués par des monstres. Ils n'ont même pas besoin d'alibi. Plus un aventurier est haut, plus il doit s'entraîner en préparation de combats potentiels. Jean expliqua à l'homme que Pilou avait perdu parce que sa classe n'était pas très élevée. Le courtier dit à l'homme que l'histoire de Pilou d'avoir agressé un camarade était une idée mignonne. Il lui dit que le fait que l'idiot ait été attrapé signifiait que cela s'était produit en dehors d'un donjon. C'était probablement une dispute sans aucun équipement. L'homme chauve fut surpris d'entendre cela. Il demanda au courtier de lui dire ce qu'est un équipement. Selon Jiroan, un équipement est l'armure et les armes que les aventuriers emportent avec eux pour chasser. Avec un équipement, même quelqu'un comme Pilgu peut livrer un combat décent. L'homme fut surpris d'entendre cela. Il demanda à Jiroan si un équipement est très puissant. Le courtier révéla à l'homme qu'un équipement est la moitié de la puissance de combat d'un aventurier. La scène change et nous sommes ramenés au combat. Jaryung était certain que son attaque était passée. Notre garçon réalisa que la lame avait une défense de niveau supérieur. Pendant qu'il réfléchissait, Dog-Yoon se précipita pour l'attaquer. L'homme dit à notre garçon qu'il ne devait pas trop réfléchir. Jaron utilisa rapidement son bâton pour bloquer l'attaque. Dog-Yoon dit à notre garçon que c'était un manque de respect pour lui et pour sa propre vie de trop réfléchir dans un combat. Au moment où il dit cela, il donna un coup de pied à Jaron. L'attaque repoussa notre garçon. Au moment où Jaron retrouva sa posture, Dog-Yoon apparut devant lui.
Notre garçon fut choqué de voir cela. L'homme commença à attaquer Jaron férocement. Notre garçon fut capable de bloquer certaines attaques, mais certaines d'entre elles atteignirent son corps et le blessèrent. Dog-Yoon demanda à Jaron de riposter correctement comme il l'avait fait plus tôt. L'homme fou savait que c'était impossible. L'équipement de Do-Han est connu sous le nom de veste d'ombre. C'est une armure de rang A+. La veste d'ombre consomme le sang de l'utilisateur pour soutenir les capacités physiques et former un niveau supérieur de défense contre l'impact. Cet équipement permet à Do-Yoon d'utiliser son style de combat berserker. Tout en bloquant l'attaque de Do-Han, Jaron réalisa que l'homme fou n'avait aucune ouverture. Notre garçon pouvait dire qu'il mourrait s'il se lançait dans une contre-attaque au mauvais moment. Tandis que Jaron réfléchissait, Do-Gun lança une attaque sur son estomac. Notre garçon fut choqué de voir cela. Il tomba à genoux. Dog-Yoon commença à rire comme un maniaque. Il dit à Jaron qu'il avait duré plus longtemps que prévu. Au moment où l'homme dit cela, il remarqua quelque chose d'étrange chez notre garçon. Au lieu de trembler, notre garçon laissa échapper un soupir. Il jeta la veste par terre et se leva. Il montra à Dog-Yoon que l'attaque avait à peine atteint son estomac avec un sourire sur son visage. Jaron dit à l'homme qu'il aimait la veste. Il lui dit qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait. Do-Gun fut choqué d'entendre cela. Notre garçon lui expliqua qu'il avait eu peur parce que son aura était énorme. Il dit à l'homme qu'il est assez faible de ne pas pouvoir battre un lycéen sans aucun équipement. Jaron dit à Do-Gun qu'il est simplement porté par son équipement. Au moment où il dit cela, Do-Yoon explosa. Il appela Jaron un salaud arrogant. Bien que l'homme soit puissant, il était celui qui était pressé. Notre garçon savait que Dog-Yoon était pressé parce qu'il devait l'abattre et encore trouver sérum pour la réduire au silence. Jaron comprit que l'homme deviendrait plus impatient plus il gagnait du temps. Do-Gun se précipita pour attaquer notre garçon. Jaron lutte soigneusement l'attaque et utilisa son bâton pour la bloquer. La deuxième technique que notre garçon avait apprise quand il était plus jeune était quelque chose qu'il ne pouvait pas utiliser avec sa propre force seule. Il devait utiliser la force de son adversaire contre lui et infliger un énorme dégât qui ne serait pas possible avec sa force seule. Jaron rassembla l'énergie autour de lui et la mit dans son bâton. Il prit une posture et frappa Dog-Yoon avec son bâton. Le nom de cette technique que même notre garçon n'avait pas encore perfectionné est gonflement. L'attaque envoya Do-Gun voler. L'homme fut projeté contre un mur au moment où il utilisa cette technique. Jaron cracha du sang. Notre garçon fut surpris de voir que son attaque avait réellement fonctionné. Il ne l'avait jamais utilisée dans un combat avant. Jaron ne s'attendait jamais à ce qu'un pro-aventurier comme Dog-Yoon soit une personne qui fonce imprudemment. Alors que Do-Gun se releva du mur, nous voyons que l'attaque de Gang a détruit une partie de son équipement. Notre garçon demanda à l'aventurier d'abandonner. Il lui dit qu'il ne peut pas changer son destin, peu importe ce qu'il fait. Avec un sourire effrayant sur son visage, Dog-Yoon appela Jaron un salaud arrogant et lui dit de dégager. L'homme fou sortit un couteau et se poignarda dans la poitrine. Jaron fut choqué de voir cela. Au moment où il se poignarda, son équipement commença à agir bizarrement. Dog-Yoon rit alors que ses yeux devinrent rouges. Il assura à notre garçon qu'il le tuerait. La scène change et nous voyons Samom au 5e étage du centre commercial. La fille avait trouvé la boîte à pièces qu'elle cherchait. Notre fille posa sa main sur la boîte et cela confirma son identité. Après avoir obtenu la pièce qu'elle voulait, Sarom décida de retourner à son camp. Avant que la fille ne puisse faire un pas, tout le centre commercial trembla. Sarom fut choqué de voir cela. Au moment où cela se produisit, la fille se souvint que Jaron avait retenu Dog-Yoon afin de lui permettre de courir. Alors que Sarom tenait la pièce près de sa poitrine, elle se dit que rien ne changera même si elle retourne en arrière. En se souvenant du regard terrifiant sur le visage de Do-Han, Sarom s'assura que Jaron n'aurait pas combattu l'homme fou s'il n'avait aucun moyen d'échapper à la situation. La scène change et nous voyons le passé de Do-Han. Nous voyons l'homme lorsqu'il était un jeune étudiant. Dog-Yoon attrapa un grand garçon par sa chemise après l'avoir battu. Le garçon commença à s'excuser auprès de Do-Gun. Il lui dit qu'il ne se montrerait plus insolent devant lui. Dog-Yoon sourit en entendant cela. Le garçon croyait qu'il était un génie depuis qu'il était jeune. Tout lui était facile. Il avait la reconnaissance du talent par les adultes et la domination sur ses pairs. La seule chose que Dog-Yoon ne pouvait pas obtenir était une entrée à Warrior High School. Le garçon ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il se consola en se disant que Warrior High School n'était qu'une question d'argent et de relations. Il se dit que l'école choisissait l'argent plutôt que le talent. Il croyait qu'il ne tomberait jamais derrière si les gens étaient choisis selon le talent. Au lieu d'aller à Warrior High School, Dog-Yoon entra à Genji High et à son école actuelle. Le garçon monta en tête de sa classe. Do-Gun croyait qu'il était un génie choisi dans la minorité. Lorsque les étudiants vérifièrent leur rapport final, ils virent que Do-Gun était premier avec 966 points,
tandis que le deuxième avait 752 points. Les étudiants ne pouvaient pas croire que Do-Hyun avait obtenu un tel score. Ils croyaient que Do-Hyun était à un niveau complètement différent. Lors de sa cérémonie de remise des diplômes, un professeur s'approcha de Do-Hyun et tendit la main. L'homme félicita le garçon pour être le major de promotion. Il lui dit qu'il deviendrait un grand aventurier. L'homme demanda au garçon de ne pas devenir vaniteux et de continuer à travailler dur. Do-Hyun accepta la poignée de main de son professeur avec un sourire sur son visage. Dans la tête du garçon, il croyait que son professeur était un vieil imbécile qui enseignait aux enfants. Il se dit qu'il deviendrait quelqu'un de si grand qu'il pourrait le regarder de haut depuis un endroit où les gens normaux ne peuvent pas atteindre. La scène change et nous voyons Do-Hyun trembler alors qu'il était couvert de sang. L'aventurier qui se tenait devant Do-Hyun fut déçu de voir qu'il avait été forcé d'entrer dans le donjon pour affronter un monstre aussi faible. Do-Hyun ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le monstre avait éliminé toute son équipe, et pourtant un seul homme s'en occupa facilement. Alors que l'homme marchait vers lui, Do-Hyun vit un regard familier sur son visage. Il reconnut ce regard car c'était le regard qu'il utilisait pour mépriser les autres. Alors que l'homme passait devant lui, Do-Hyun réalisa que les paroles de son professeur n'étaient pas un conseil mais des mots de réconfort. L'homme comprit qu'il n'était pas l'élu. Il n'était simplement qu'une personne que les gens moyens admirent. Tout en se transformant, Do-Hyun expliqua à notre garçon que sa veste était faite à partir d'un vampire vivant. L'homme dit à notre garçon qu'il était prêt à donner tout son sang à la veste pour le tuer. Au moment où il dit cela, nous voyons que la veste s'était complètement fusionnée avec l'homme et l'avait transformé en monstre. Jaron dit à l'homme que son équipement est très dangereux. Au moment où Jaron dit cela, Do-Hyun apparut devant lui. L'homme utilisa ses griffes pour attaquer notre garçon. Jaron fut capable de bloquer l'attaque avec son bâton. Au moment où il bloqua, notre garçon réalisa que la vitesse de Do-Han n'avait pas augmenté de manière significative. Do-Hyun se précipita pour attaquer Jaron à nouveau. Il tendit la main et tenta de percer sa tête avec ses griffes. Après avoir combattu un moment, nous voyons Jaron trembler alors que son corps était couvert de blessures. Notre garçon s'agenouilla au sol et utilisa son bâton pour se soutenir. Jaron grimaça en respirant fortement. Do-Hyun fut surpris de voir que notre garçon pouvait tenir contre lui. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avec une grande vitesse de réaction et un talent incroyable travaillait comme contrebandier. Il demanda à Jaron la raison pour laquelle il faisait ce travail. Notre garçon fut surpris de voir que Do-Gun le complimentait. Il prit un échantillon de stamina et le but. Il dit à l'homme qu'il n'avait pas besoin de savoir pourquoi il travaillait comme contrebandier. Do-Hyun ne fut pas offensé par cela. Au contraire, il remercia Jaron. Notre garçon fut surpris de voir que l'homme le remercia avec un sourire terrifiant sur son visage. Do-Hyun dit à Jaron qu'il pouvait piétiner une personne talentueuse grâce à lui. Il tendit la main et tenta d'attaquer notre garçon. Jaron put esquiver l'attaque. Au moment où il fit cela, il courut vers l'homme. Notre garçon fut heureux de voir que son corps fonctionnait correctement. Do-Hyun s'excita en voyant Jaron courir vers lui. Il demanda à notre garçon de lui montrer plus de choses incroyables. Pendant qu'il courait, notre garçon réalisa que Do-Gun ne pourrait pas maintenir sa force actuelle longtemps, car l'homme utilise le sang comme carburant pour la veste. Jaron décida de pousser l'homme à consommer plus de sang et d'utiliser Needle pour mettre fin au combat. Malheureusement pour notre garçon, Do-Hyun apparut devant lui. L'homme dit à Jaron qu'il était déjà au courant de son plan. Au moment où il dit cela, Do-Hyun se précipita pour attaquer notre garçon. Jaron réalisa immédiatement qu'il ne pouvait pas esquiver cette attaque. Avant que la main de l'homme ne touche notre garçon, quelqu'un l'attaqua avec une énorme explosion. Notre garçon fut choqué de voir cela. Il se retourna rapidement pour voir la personne qui l'avait sauvé. Il fut surpris de voir un homme. Jaron sourit en voyant la fille. Il fut heureux de voir qu'elle ne l'avait pas écouté. L'attaque créa un trou dans le masque de Do-Han. Jaron concentra son énergie dans son bâton et utilisa Needle pour mettre fin à l'homme fou. Après que Jaron eut utilisé Needle sur Do-Hyun, celui-ci s'évanouit et son corps redevint sa forme originale. En regardant le corps de Do-Han, Samom demanda à notre garçon s'il était mort. Jaron l'assura que l'homme fou ne mourrait pas d'une telle attaque. Il lui demanda de ne pas trop s'inquiéter pour Do-Hyun. Au moment où il dit cela, il prit une photo de l'homme. Jaron assura à notre fille que Do-Hyun ne tenterait pas de se venger. Il ne le ferait pas, car sa carrière et son image en pâtiraient s'il essayait. Notre garçon ramassa son bâton et dit à Samom qu'ils étaient maintenant quittes. La fille ne comprit pas ce que Jaron voulait dire. Notre garçon lui rappela qu'il avait sauvé sa vie 2 fois. Il lui dit qu'elle lui devait cela. La première fois, il l'avait sauvée du titan APE, et la deuxième fois, c'était quand elle avait décidé de le suivre. Jaron dit à Samom qu'ils étaient maintenant quittes, puisqu'elle l'avait sauvé.
Il lui dit qu'il aimait être généreux. Samom fut agacée en entendant cela. Elle ne pouvait pas croire que Jaron ne voulait pas la remercier. Elle cria sur notre garçon et lui dit qu'il devait apprendre à dire merci. Jaron sourit en entendant cela. Notre garçon et Samom entrèrent dans le centre commercial pour récupérer le colis. Après avoir cherché un moment, ils virent une lumière vive provenant du sous-sol. En descendant les escaliers, Samom sentit une odeur sucrée. Arrivés au sous-sol, ils virent quelque chose de choquant. L'homme qui transportait la gelée royale était mort et il avait laissé la boîte contenant la gelée ouverte. C'est grâce à cela que l'odeur de la gelée s'échappait et attirait les monstres. Jaron s'approcha de l'homme pour voir son visage. Notre garçon ferma les yeux et dit une prière pour le défunt. Après sa prière, Jaron se tourna vers Samom. Il remarqua que la fille était choquée par l'odeur que dégageait la gelée royale. Notre garçon lui demanda de ne pas être surprise. Il lui rappela qu'il lui avait dit qu'elle verrait quelque chose de spécial si elle le suivait. Jaron décida d'ouvrir complètement la boîte pour voir à quoi ressemblait la gelée royale. Lorsqu'il ouvrit la boîte, lui et Samom sentirent quelque chose au-delà de tout ce qu'ils avaient jamais expérimenté. C'était une odeur sucrée et attachante, si puissante qu'elle faisait oublier à une personne ce qu'elle pensait. Notre garçon comprit enfin pourquoi les monstres étaient attirés par la gelée royale. En regardant la gelée royale, Jaron vit un sac dans la boîte. Il se demanda si le sac contenait une autre gelée royale. Notre garçon referma la boîte et dit à Samom qu'il devait partir. Il lui expliqua que quelque chose pourrait surgir s'il restait. Lorsque Jaron et Samom arrivèrent au premier étage du centre commercial, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Dog-Yoon n'était plus sur le sol. Alors qu'ils regardaient autour d'eux, ils entendirent quelqu'un les traiter de bâtards. En se retournant, ils virent que c'était Dog-Yoon. En courant vers la sortie, Dog-Yoon assura à Jaron et à notre fille qu'ils n'oublieraient pas leur visage. Il leur promit qu'il ferait tout pour les tuer et qu'ils regretteraient leurs actions. Notre garçon ne pouvait pas croire que Dog-Yoon continuait à dire des absurdités même après sa défaite. Au moment où Dog-Yoon sortit du centre commercial, il remarqua une énorme ombre le couvrir. En levant les yeux, il vit un titan APE venir vers lui, la bouche ouverte. Au moment où Dog-Yoon vit le monstre, il comprit qu'il était condamné. Le titan APE avala Dog-Yoon en une seule bouchée. Jaron et Samom furent choqués de voir ce qui venait de se passer. Jaron dit à notre fille qu'il valait mieux partir par la porte arrière. Le soir, nous voyons Jaron reposant ses mains sur ses genoux. Notre garçon fut soulagé d'avoir enfin atteint un endroit sûr. Voyant qu'il était déjà un peu tard, Jaron demanda à Samom des nouvelles de son examen. La fille lui assura qu'elle avait encore assez de temps. Notre garçon tendit la main et lui dit que c'était un plaisir de la rencontrer. Il lui dit que, malgré tout ce qui s'était passé, ils avaient tous deux pu atteindre leurs objectifs. Samom sourit en entendant cela et serra la main de notre garçon. Après cette poignée de main, Jaron se retourna et marcha lentement. En marchant, il rappela à Samom de ne pas oublier son paiement. Il lui demanda de ne rien faire de stupide si elle ne voulait pas le revoir. Alors que Jaron marchait, notre fille lui demanda s'il pourrait se revoir. Jaron se retourna en entendant cela, notre garçon fut assez surpris. La scène change et nous voyons Jaron revenir au bureau. Jean fut surpris de voir que notre garçon avait l'air assez rude. Il lui demanda s'il avait passé un bon moment dans le donjon. Jaron plaça la boîte devant son patron et lui demanda de la regarder. Lorsque Jiroan ouvrit la boîte, il fut surpris de voir la gelée royale. Il expliqua à notre garçon qu'un énorme scandale éclaterait si cet objet était rendu public. Il lui dit que n'importe qui pourrait facilement acheter plusieurs bâtiments en vendant la gelée royale. Jiroan félicita Jaron pour son travail. Il lui dit qu'il enverrait son argent demain. Notre garçon ne répondit pas à son patron. Il semblait penser à autre chose. Jiroan fut surpris de voir que notre garçon était silencieux. Il l'appela et lui demanda si tout allait bien. Jaron dit à son patron qu'il allait bien. Jiroan ne le crut pas et lui demanda s'il pensait à l'aventurier mort en le combattant. Jaron expliqua au courtier que Dog-Yoon n'était pas mort en le combattant. Il lui dit qu'il ne ressentait aucun remords. Jean demanda à notre garçon si quelque chose d'autre s'était passé pendant qu'il était dans le donjon. Jaron enfila sa veste d'école et dit à l'homme que rien ne s'était passé. Il regarda la boîte et demanda à son patron s'il pouvait prendre les sacs puisqu'ils ne contenaient pas de gelée royale. Jiroan dit à notre garçon qu'il pouvait les prendre. Selon le courtier, tous les autres objets, à l'exception de l'objet en question, appartiennent au smuggler. Lorsque Jaron mit les sacs dans son sac, Jiroan lui dit qu'il était curieux de savoir quel enfant mangerait la gelée royale. Notre garçon fut surpris d'entendre cela et demanda à son patron ce qu'il voulait dire. Le courtier expliqua à Jaron que, bien que la gelée royale puisse ramener les morts à la vie, elle a un effet encore plus attrayant, elle peut augmenter la limite de talent d'un individu.
Notre garçon fut surpris d'entendre cela. Selon Jiroan, l'effet ne fonctionne que sur les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge adulte. Cela signifie que la personne qui veut prendre la gelée royale doit être un élève prometteur. Le courtier dit à notre garçon que la gelée royale doit être destinée à un étudiant de Warrior High School. Après avoir entendu cela, Jaron prit son sac et lui dit qu'il partait. Jiroan demanda à notre garçon de transmettre ses salutations à son père de sa part. Jaron dit à son patron qu'il le ferait s'il en avait l'occasion. Il révéla à Jiroan que son père n'allait pas bien récemment. Après être sorti de la gare, notre garçon vit devant lui un grand nombre de bâtiments en ruine. En regardant ces bâtiments, Jaron se souvint de ce que Samum lui avait dit. La scène change et nous retournons dans le donjon. Lorsque Samum dit à notre garçon qu'elle voulait le revoir, Jaron lui demanda si elle était intéressée par lui. La fille lui dit qu'elle était sérieuse. Elle expliqua à notre garçon qu'un examen d'entrée pour son école aurait lieu en hiver. Samum dit à Jaron que Warrior High School n'acceptera qu'une poignée de personnes et lui demanda de postuler. Elle lui dit qu'il avait de bonnes chances d'entrer. Samum tendit la main et demanda à notre garçon de rejoindre Warrior High School. Il est un fait connu qu'aucun aventurier ne peut explorer un donjon seul. Peu importe que l'aventurier soit extrêmement compétent, il est pratiquement impossible pour une seule personne de faire face à toutes les situations imprévues dans un donjon. En d'autres termes, un groupe est nécessaire. Différents aventuriers avec différents talents utilisent leurs forces pour compenser les faiblesses des autres. C'est la meilleure façon d'explorer un donjon, selon Samum. Warrior High School a des factions politiques dans chaque classe. Jaron fut surpris d'entendre cela. Il demanda à la fille si les élèves se battaient entre eux. Samum lui dit que c'était encore plus sérieux que cela. Elle expliqua à notre garçon que sa classe avait 2 factions. 2 des 3 meilleurs élèves dirigeaient chacune une faction. L'un des dirigeants est des IAV et l'autre une fille elfe. Notre garçon demanda à Samum si les élèves formaient des groupes à l'intérieur des factions. Elle lui dit que oui. Jaron réalisa que Samum n'était pas dans un groupe parce qu'elle n'appartenait à aucune faction. Il lui demanda si les professeurs n'intervenaient pas dans ce problème. Samum lui dit que non, car c'est la responsabilité des élèves de rejoindre un groupe. Jaron ne savait pas quoi dire à cela. Samum savait que notre garçon allait penser qu'elle n'était pas dans un groupe parce qu'elle n'était pas assez compétente. Elle expliqua à Jaron qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas devenir une élève exceptionnelle. Cependant, elle n'était pas si mauvaise qu'elle ne puisse pas rejoindre un groupe. Elle révéla à notre garçon que les élèves qui n'appartiennent à aucune faction peuvent quand même former un groupe. Samum dit à Jaron que la chef féminine ne l'aimait pas. Bien que la fille ne le montre pas, elle avait intentionnellement isolé Samum derrière son dos. Notre garçon fut surpris d'entendre cela. Il demanda à Samum si elle avait volé le petit ami de la fille. Elle lui dit qu'une telle chose ne s'était jamais produite. Samum expliqua à Jaron qu'elle pouvait survivre dans sa classe actuelle en tant qu'aventurière solo, mais qu'elle ne pourrait pas survivre seule dans les classes futures. Elle lui dit qu'elle voulait l'employer. Samum croyait qu'elle pourrait survivre si elle avait quelqu'un d'aussi compétent que Jaron à ses côtés. La scène change et nous revenons au présent. Nous voyons Jaron réfléchir à l'offre de Samum alors qu'il était sur son lit. Notre garçon trouva Samum drôle. Dans la scène suivante, nous voyons Samum arriver à destination. La fille fut soulagée de voir qu'elle avait enfin atteint la barrière du donjon. Cette barrière du donjon se trouve à Gangnam, c'est le 12e emplacement. Au moment où elle arriva, Samum pensa à la réponse de notre garçon à son offre. Jaron lui avait dit qu'il y réfléchirait. En voyant sa réponse, Samum était certaine que notre garçon ne la contacterait pas. Pendant que notre fille réfléchissait, quelqu'un lui dit qu'elle n'était pas encore en retard. Quand Samum leva la tête, elle fut surprise de voir son professeur devant elle. Le nom du professeur, qui avait une grande cicatrice sur le visage et une main droite métallique, est Kong Jung-gak. Il est professeur de la classe 1 de Warrior High School et instructeur de combat au corps à corps. Samum demanda à son professeur si quelque chose n'allait pas. Elle lui dit qu'elle avait encore assez de temps pour terminer le test et ne comprenait pas pourquoi il se tenait dehors. Jung-gak expliqua à Samum qu'ils avaient rencontré un problème. L'homme expliqua à la fille que des monstres ne vivant pas dans le donjon avaient été repérés dans certaines zones. Heureusement, il n'y avait pas de mort, mais certaines personnes pensaient qu'il serait impossible de continuer le test. Samum fut surprise d'entendre cela. L'homme dit à Samum que les monstres étaient également dans la zone où elle avait récupéré la pièce. Il lui demanda si elle avait rencontré des monstres pendant son test, avec un air inquiet. Samum répondit que son test s'était bien passé. À l'entendre, Jung-gak lui demanda de se placer derrière lui. Au moment où il dit cela, Samum sentit la présence du titan APE derrière elle. Elle se retourna rapidement, terrifiée de voir le monstre. Elle remarqua qu'il était beaucoup plus grand que celui d'avant. Ce titan APE est adulte et son rang de danger est 4 étoiles.
Alors que Jungak avançait vers le monstre, il dit à Samom que la situation était étrange, car les titans Apes ne vivent pas près de cette zone. L'homme dit à la fille que le monstre avait peut-être été attiré par quelque chose. Au moment où le professeur dit cela, Samom réalisa que le monstre avait pu être attiré par l'odeur de la gelée royale. Pendant que la fille réfléchissait, Jungak lui rappela de rester derrière lui. Le titan APE serra son poing et fonça pour attaquer le professeur. Jungak serra sa main métallique et prit position. Dès qu'il prit sa position, une petite quantité d'énergie circula autour de sa main. Les professeurs du terrain du donjon sont tous d'anciens aventuriers, généralement tous issus de Warrior High School. On les considère comme des aventuriers abandonnés qui n'ont pas pu continuer à cause de blessures. Cependant, dans la vingtaine, ces personnes ont reçu le titre de Rankers. Jungak se précipita pour attaquer le monstre. Lorsque sa main toucha le titan APE, une grande quantité d'énergie voyagea de la main de l'APE à sa tête. Cette attaque fit exploser la tête du monstre. Jungak était connu comme le Fighter of Tyranny. Quand le monstre tomba, l'homme remarqua que sa main métallique était complètement détruite, incapable de supporter son énergie. Jungak dit à Samom qu'elle avait de la chance d'être revenue rapidement. La fille ne pouvait pas entendre ce que son professeur disait, trop concentré sur le fait qu'il avait mis le monstre à terre d'un seul coup. Jungak s'approcha de Samom et posa sa main sur son épaule, souriant. L'homme dit à la fille qu'il était soulagé qu'elle soit en sécurité et lui demanda de retourner à la base avec lui. Alors que l'homme avançait, Samom réalisa que les gens ont tendance à sous-estimer le fait qu'un jeune warrior peut devenir professeur. La scène change et nous voyons la base pratique de l'école. Nous voyons deux étudiants parler. Le garçon portant une énorme armure corporelle dit à son ami que les étudiants qui ont été secourus devront repasser le test. L'autre étudiant, assis par terre, sourit en entendant cela. Il dit à son ami que les gens qui demandent à être secourus sont des faibles. Au moment où il dit cela, eux et son ami entendent quelqu'un entrer dans la base. Le garçon remarque que c'était Samom et leur professeur. Jungak demanda à Samom d'attendre. Il lui dit qu'il devait vérifier si tout le monde était à la base. Il expliqua qu'elle pourrait se changer en uniforme après avoir confirmé le nombre d'élèves. Après le départ de son professeur, Samom laissa échapper un grand soupir. Au moment où elle fit cela, quelqu'un lui dit qu'elle était heureuse qu'elle aille bien. Elle lui dit que sa tactique est assez rapide. L'expression de Samom changea en voyant la fille, qu'elle appela Anisha. La fille avait un garçon et une fille à côté d'elle. Anisha est la fille responsable de l'isolation de Samom, souriante. Anisha dit à Samom qu'elle s'était inquiétée pour elle. Samom sourit et répondit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'Anisha s'inquiète. Anisha dit qu'elle se sent un peu offensée et fit référence à la sœur de Samom, lui disant de ne pas dire ce genre de choses. Samom eut un regard sombre en entendant Anisha parler de sa sœur. La scène change et nous revenons dans le passé. Nous voyons Samom plus jeune, en train de pratiquer sa magie. Son oncle, nommé Zekeezer, lui demanda de faire plus d'efforts. Il lui dit qu'elle pouvait mieux faire et lui demanda de rester concentrée. Samom, âgé de 11 ans à ce moment-là, avait du mal à créer une boule de feu. Après un moment de pratique, Zeke demanda à sa nièce d'arrêter l'entraînement. Il lui dit qu'elle avait un peu progressé depuis la dernière fois. Samom se sentit triste en entendant cela. En respirant fortement, elle entendit quelqu'un applaudir quelqu'un. Lorsqu'elle se tourna pour voir ce qui se passait, elle vit une autre fille, du même âge qu'elle, contrôler le feu à une plus grande échelle avec facilité. Cette fille était là, jeune Anisha Ezer, du même âge que Samom. Zeke fut surpris de voir cela. Anisha ne semblait pas avoir de sang mêlé et sa capacité à manier la magie était bien meilleure que celle de la plupart des sangs purs. L'homme dit à Samom que sa cousine est un génie et l'assura qu'elle serait toujours comparée à sa cousine si elle continuait sur sa voie. Il lui dit qu'elle devait faire attention avec cette fille. Quand Anisha remarqua que Samom la regardait, elle changea d'expression. La fille avait un sourire condescendant, montrant essentiellement ses compétences à Samom. En voyant ce sourire, Zeke dit à sa nièce qu'elle pourrait être détruite par Anisha si elle faisait un mauvais mouvement. La scène revient au présent. Anisha dit à Samom qu'elle ne comprend pas pourquoi les autres élèves ne veulent pas former de groupe avec elle, toujours avec un sourire. Samom lui demanda de créer un groupe avec elle si elle était curieuse. Anisha fut surprise et dit à sa cousine qu'elle ne pouvait pas le faire car elles sont toutes deux des attaquantes à distance. Elle expliqua à Samom qu'elle pourrait y réfléchir si elles étaient au même niveau. Samom se mit en colère en entendant cela. Anisha dit à Samom qu'il est inutile d'avoir deux personnes avec les mêmes rôles dans une équipe, souriant. Elle rassura Samom qu'il y aurait une nouvelle épreuve. Samom s'approcha du visage de la fille et lui dit qu'elle se fichait de l'examen car elle l'avait réussi. La fille répondit que Samom était incroyable pour avoir fait de son mieux. Alors que Samom passait devant elle,
Anisha lui dit de ne pas se pousser trop fort. Elle lui rappela qu'elle allait hériter de l'entreprise. Samom serra les dents en avançant. En la regardant s'éloigner, Anisha lui ordonna d'arrêter de lutter, avec un regard menaçant. Dans la scène suivante, nous voyons Jaron se précipiter dans la chambre de son père à l'hôpital. À son arrivée, il vit un médecin et une infirmière examiner son père. Notre garçon demanda à l'infirmière ce qui s'était passé. Elle l'informa que son père avait une rechute. Le médecin expliqua à notre garçon que son père avait une condition extrêmement rare, essentiellement unique au monde. Il n'y avait aucun cas enregistré de quelqu'un ayant été infecté par le sang d'un dragon et ayant survécu au poison. L'hôpital ne savait pas quoi faire. Jaron expliqua au médecin qu'il savait déjà qu'il ne pouvait pas guérir son père ni améliorer sa condition. Le mieux que l'hôpital pouvait faire était de supprimer sa douleur avec des médicaments. Le médecin fut surpris que notre garçon le sache déjà. Il lui dit que le problème venait de l'ingrédient des antidouleurs. Selon le médecin, ces médicaments sont fabriqués à partir du lait d'un Sky Tiger, un monstre 5 étoiles. Jaron dit à l'homme qu'il avait assez d'argent pour se procurer le lait. L'homme expliqua que l'argent n'était pas le problème. Il révéla à Jaron qu'une potion que les aventuriers achètent récemment nécessite ce lait. Une petite dose de cette potion peut augmenter la force et la résistance d'un aventurier pendant longtemps. L'ingrédient de cette potion est également le lait du Sky Tiger. Notre garçon fut surpris d'entendre cela. Selon le médecin, le lait du Sky Tiger était autrefois facilement accessible pour quiconque avait assez d'argent, car il était considéré comme inutile, bien que précieux. Mais maintenant, les choses avaient changé, entreprises et aventuriers avaient décidé de stocker le lait. Jaron fut ennuyé d'entendre cela. Il se leva et demanda au médecin s'il ne pouvait pas obtenir assez de lait pour aider une personne mourante. L'homme expliqua que la quantité nécessaire pour aider son père équivalait à celle utilisée pour fabriquer 10 potions. Le médecin dit à Jaron que le gouvernement aurait été impliqué si le lait était nécessaire à beaucoup de patients. Mais comme il n'y avait qu'un seul patient dans le monde entier qui en avait besoin, le gouvernement ne céderait jamais un tel profit pour une seule personne. Jaron fut choqué et ne savait pas quoi faire. Le médecin lui dit qu'il ferait de son mieux mais qu'il ne pouvait pas opérer correctement sans l'ingrédient. La scène change et nous voyons notre garçon assis sur un banc à l'extérieur de l'hôpital. Jaron sortit son téléphone et composa un numéro. Notre garçon appela Samom. La fille arrêta son entraînement en voyant l'appel de Jaron. Lorsqu'elle décrocha, notre garçon lui demanda si son offre était toujours valable. Samom lui dit que oui. Jaron dit à la fille qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter le marché. Samom lui demanda ce qu'il voulait. Notre garçon lui expliqua l'ingrédient dont il avait besoin. La fille révéla à Jaron qu'elle pouvait obtenir le lait. Notre garçon fut surpris. Samom lui expliqua que son équipe de développement produisait la potion et que la quantité dont il avait besoin n'était pas énorme du tout. Jaron posa sa main sur sa tête et rit, trouvant la situation ironique. Samom lui demanda s'il serait disponible dimanche. Notre garçon fut surpris et lui demanda pourquoi elle voulait le voir. La fille expliqua qu'il devait se préparer pour l'examen d'entrée. La scène suivante montre Jaron arrivant à l'Institut de recherche en défense spéciale du groupe Jinan. Dès son arrivée, quelqu'un lui dit qu'il est en avance. Jaron se tourne et voit Samom sortir de sa voiture. La fille lui demande s'il se sent bien. Notre garçon lui demande d'expliquer ce qu'ils font dans le centre de recherche. La fille révèle à Jaron qu'ils sont venus mesurer son potentiel. Après le changement du monde, l'humanité a eu accès à des pouvoirs dépassant leurs capacités. Avant l'adhésion, le talent d'un humain normal était toujours classé D. Dans le passé, une personne de rang C était considérée comme un génie, le rang B comme un surhumain. Samom explique à Jaron qu'il doit obtenir un rang C dans 5 catégories, hors magie, pour devenir aventurier. Samom elle-même a un rang C en force, B en agilité, C en endurance, B en intelligence, A en patience et D en magie. La fille dit à Jaron qu'il doit avoir au moins 3 B pour être considéré pour l'école Warrior High School. Jaron demande si l'évaluation ressemble à un test physique. Samom lui explique que c'est un peu plus compliqué. Une fois la puberté atteinte, les évaluations changent. La scène change et nous voyons Jaron dans de nouveaux vêtements, tenant toujours son bâton. Devant lui se trouve un golem appelé Gearcron Pro, version 9.22.